Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver dans votre émission Science et Civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Yolène Parizeau. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous orienter aujourd'hui, faire le voyage avec vous de la littérature comme véritablement pouvoir et moyen de connaissance de plusieurs réalités que nous allons découvrir ensemble. Yolène Parizeau, d'abord, depuis que vous êtes au Maroc, tout le monde vous parle en arabe, pensant que vous êtes marocaine. Alors, êtes-vous marocaine? Malheureusement, non. Et pour la comparatiste que je suis, c'est vraiment une honte de ne pas pouvoir répondre quand on me parle. Voilà, je suis enfermée dans mon français. Mais voilà. Mais c'est un plaisir d'être accueillie ainsi. Merci. Alors, précisément, vous avez mentionné le mot important dans votre spécialité. Vous êtes comparatiste. Vous êtes professeur actuellement à l'université de Paris-Est-Créteil au département de littérature et vous êtes dans un axe dit stratégique de la littérature qui est l'axe francophonie et plurilinguisme. Alors, avant d'explorer ce domaine avec vous, de la francophonie et du plurilinguisme, on va faire un retour sur votre motivation, sur votre formation et sur les institutions que vous avez jusqu'à présent côtoyées pour le déploiement de vos recherches. D'abord, votre motivation. Ma motivation, je crois que elle est liée à un manque dans mon parcours académique, universitaire, et même avant scolaire en France, qui est un parcours très classique. Voilà. Classe préparatoire, agrégation, et le sentiment d'un manque d'ouverture aux autres littératures que la littérature française ou les littératures européennes. Et donc, la découverte du fait de rencontres de certains professeurs un peu extraordinaires à l'université, des autres littératures du monde, y compris donc d'autres littératures écrites en langue française. Précisément, votre thèse portait sur les regards littéraires haïtiens effectivement, à partir de là, vous avez commencé à explorer les littératures dites francophones. Alors, ce terme de francophonie, il n'est pas toujours facile à manier et il procure un certain malaise. Quand on va en librairie, en France par exemple, on a la littérature française, puis la littérature francophone, comme s'il y avait une classification à faire. Que pensez-vous des usages de la francophonie? Alors, comme je dis souvent aux étudiants, il ne faut pas s'interdire les classifications, les étiquettes. Simplement, il faut savoir que ce sont des classifications, des étiquettes et savoir ce qu'elles recouvrent. Donc, on peut comprendre que dans une librairie, on recourt évidemment à un classement qui paraît facile, logique. Bon. Mais il est évident que cette étiquette littérature francophone et le singulier me gêne vraiment beaucoup. Je parle plus volontiers de littérature francophone au pluriel et de francophonie au pluriel. Il va de soi que cette étiquette pose problème parce qu'elle repose sur une exclusion, une séparation entre une littérature écrite en langue française, la littérature française, qui aurait un statut d'exception, et les autres littératures de langue française, voilà, entre lesquelles on ne pourrait pas tisser de liens. Et de fait, ces autres littératures en langue française qu'on regroupe sous l'étiquette littérature francophone, c'est une diversité immense. Une grande hétérogénéité entre les romans écrits au Sénégal, au Maroc, qui est considéré comme un pays pendant longtemps francophone, ou bien les Caraïbes dont vous êtes spécialiste, il y a une grande hétérogénéité dans l'appellation francophonie. Oui, tout à fait. C'est impossible d'envisager l'ensemble de ces littératures et leurs spécificités, leurs problématiques sous cette seule étiquette. Bien sûr, il y a des points communs.
le fait que la langue française se trouve en situation de plurilinguisme, de contact avec d'autres langues. Mais c'est aussi une étiquette qui vise à gommer les différences entre les littératures des pays francophones du fait d'une proximité régionale ou d'une histoire très longue, et les pays où la langue française est présente du fait d'une histoire coloniale. Nous sommes précisément ici à l'université Mohamed VI Polytechnique, où il y a beaucoup de subsahariens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, où le français est une langue même officielle par moment. Et nous sommes effectivement ici très sensibles au plurilinguisme. Il y a les berbérophones, les arabophones, les francophones, maintenant de plus en plus dans la jeunesse marocaine des anglophones. Alors précisément, vous êtes maintenant à la tête d'une école universitaire orientée francophonie et plurilinguisme. Qu'ajoute plurilinguisme à francophonie? Alors l'idée de cette école universitaire de recherche, donc qui est un programme de recherche dit d'excellence, labellisé et financé par l'État français, l'idée de cette école universitaire de recherche, c'est vraiment justement d'établir une comparaison entre ces francophonies plurielles et qui se définissent ainsi du fait de situations de plurilinguisme et d'autres situations de plurilinguisme avec d'autres langues, et de travailler à partir de là, à partir de cette large comparaison, vraiment sur toutes les relations entre langage et pouvoir. Donc de travailler à la fois sur effectivement la politique des langues, les politiques linguistiques, mais aussi sur les relations entre les langues et les questions de pouvoir, de politique, qu'il s'agisse de questions de biopolitique, pour emprunter un terme de Foucault, donc par exemple les questions de genre, d'études de genre, ou qu'il s'agisse plus largement de questions de géopolitique aussi. Précisément, votre orientation, maintenant nous allons entrer dans le cœur de vos recherches. Vos recherches portent justement sur le pouvoir de la fiction, sur la manière qu'a la littérature de modifier un état de choses, ou en tous les cas de prendre en charge ce que parfois d'autres domaines, comme l'histoire, ne prend pas en charge. Et nous savons tous qu'en France, il y a une difficulté pour ce pays de regarder son passé colonial, et vous, dans vos recherches, vous essayez de montrer comment la littérature se charge de donner de la visibilité à ce que le pouvoir politique, vous avez prononcé le mot de politique, le pouvoir politique laisse de côté, dénie, écarte, cherche voire à oublier. Oui. Dans mon parcours, j'ai commencé à travailler sur la littérature haïtienne. J'ai ensuite élargi à d'autres littératures caribéennes, de langue française, de langue anglaise, puis à d'autres littératures issues de sociétés dites post-esclavagistes, donc les États-Unis, mais aussi l'océan Indien, et des littératures africaines. Avec cette idée, évidemment, cet intérêt pour le poids de l'histoire, bien sûr, pour le politique, mais en essayant de trouver toujours le point d'équilibre entre ce qu'on appelle le prisme culturaliste et qui peut tendre à instrumentaliser les littératures et l'essence de la littérature. Donc en essayant de sortir aussi de cette assignation à résidence de ces littératures dites postcoloniales, donc en cherchant le décloisonnement, la comparaison avec d'autres littératures contemporaines, littérature européenne, littérature nord-américaine, d'Amérique du Sud, pour contribuer à cette interrogation plus générale sur ce que peut la littérature, pour reprendre ce terme cette interrogation de Sartre, bien sûr, ce qu'elle peut sans doute pas changer le monde, mais en tout cas sonder les conditions de possibilité de ce changement, ce besoin qu'on a encore aujourd'hui d'utopie, d'imaginaire,
de trouver des modalités voilà, de reconfiguration du monde. Et mon interrogation actuelle porte sur le savoir qu'auraient ces littératures qui, parce qu'elles ont en elles toutes ces stratégies de subversion du discours colonial, auraient peut-être quelque chose de plus à apporter pour envisager, appréhender les enjeux du monde contemporain de ce bateau dans lequel nous sommes tous embarqués. Alors, on va mettre quelques noms propres sur des auteurs que vous avez travaillés. Il y a quelqu'un comme Dany Laferrière, qui est actuellement membre de l'Académie française et qui est natif de Haïti. Il y a Maryse Condé. À chaque fois, autour de ces grandes figures de la littérature dite francophone, vous associez deux mots qui viennent l'un du grec et l'autre de l'anglais, energeia, la mise en acte de quelque chose bien plus que la simple énergie, et l'empowerment en anglais, qui est une mise en capacité de faire. Alors précisément, le choix que vous avez eu de ces deux termes, toujours autour du pouvoir de la littérature, comment vous les articulez aux lectures que vous avez faites? J'ai cité Maryse Condé, Dany Laferrière, mais vous pouvez bien évidemment me prendre d'autres exemples. Alors, en fait, il s'agissait d'un programme de recherche collectif sur la terminologie et sur l'importance d'inscrire, effectivement, même quand on travaille sur des littératures contemporaines, de les inscrire dans une mémoire, donc de partir de l'Antiquité, du grec, et donc de cette idée de force, d'énergie de la littérature qui me paraît effectivement essentielle chez quelqu'un comme Dany Laferrière, qui pratique une sorte d'évitement du politique, parce que on le sait, c'est un écrivain qui a dû quitter Haïti pour des raisons politiques, en raison de la dictature de Duvalier. Mais cette dictature n'apparaît jamais dans son œuvre. Il y a cette stratégie d'évitement qui lui permet de poser cette confiance dans le pouvoir de la littérature, de communication, de transmission à l'égard du lecteur. C'est cette idée, voilà, je trouve que dans son écriture, il y a vraiment cette idée d'énergie, de force de la littérature. Il avait une fois répondu avec beaucoup d'ironie, parce qu'il a beaucoup d'ironie dans la stratégie d'évitement dont vous parlez. On lui avait dit, vous devez être très honoré d'être nommé membre de l'Académie française. Il avait dit, je pense que c'est la France qui est honorée, et non pas moi, d'avoir trouvé quelqu'un pour siéger dans le fauteuil vide de Montesquieu. Donc il avait inversé un peu les choses, et il a souvent ce regard d'inversion qui, comme vous dites, ouvre des possibilités d'expression autres que l'assignation identitaire. Et précisément, c'est l'autre aspect de vos recherches, c'est comment la littérature déjoue les assignations identitaires et voire même les appartenances. Oui, c'est vrai que c'est un écrivain dont le discours est très intéressant pour ça, parce qu'il nous pousse, je dis nous parce qu'il faut toujours avoir conscience évidemment du point de vue qui est le nôtre, et il nous pousse à sortir de cette vision préconçue, voilà, de certains espaces, comme Haïti, et je crois qu'il a tout à fait raison de dire que c'est un honneur pour l'Académie française de l'accueillir. Il a tout à fait raison de poser ce décentrement. Et c'est un mouvement très actuel. Il est suivi vraiment actuellement, et je pense que c'est la marche du monde que d'envisager voilà, les choses non plus du point de vue la circulation des savoirs, non plus du point de vue exclusif de l'Europe ou de l'Occident, mais depuis le reste du monde, l'Afrique, la Caraïbe. Vous avez employé un mot très important, le décentrement. Vous connectez la littérature à l'histoire,
vous connectez l'histoire à la contre-histoire, c'est-à-dire pouvoir faire une histoire d'ailleurs que de l'élément impérial que fut précisément la France, qui, je le répète, ne veut toujours pas regarder son passé colonial en face. Et donc, pour cela, une histoire connectée, une contre-histoire, et vous dites, il faut aller jusqu'à explorer l'histoire immédiate. Que voulez-vous dire par là? Alors, il y a effectivement ce qui pourrait définir les littératures francophones, les littératures dites postcoloniales, le fait de d'écrire une contre-histoire, tout simplement, de combler les lacunes de l'historiographie officielle, il faut entendre par là l'historiographie occidentale, déjouer les mystifications, etc. Donc l'idée de contre-discours, bien sûr, et quelqu'un comme Bernard Moralis a pu parler de contre-littérature à propos des littératures africaines, caribéennes, de l'océan Indien. L'idée d'histoire connectée, elle m'intéresse. Elle vient de l'historien de l'époque moderne des empires, Sanjay Subrahmanyam. Cette idée qu'un même élément peut être envisagé de manière différente selon l'ensemble dans lequel on le considère. Donc je trouve ça très intéressant et j'essaye de l'appliquer à la littérature pour travailler sur les relations entre la littérature et d'autres disciplines, la littérature et les arts, la littérature et le monde. La littérature et son dehors et ses enjeux du monde contemporain. Et ça inclut l'attention à l'immédiateté, à l'histoire immédiate, qui est aussi une expression qu'on emprunte aux historiens, enfin un groupe d'historiens un peu controversé, puisque la définition de l'histoire immédiate, c'est cette idée qu'on n'est pas obligé d'attendre l'ouverture des archives pour travailler, pour faire un travail d'historien. Qu'on peut travailler sur le très contemporain, sur l'actualité, à partir d'autres matériaux, les témoignages, par exemple. Et donc, évidemment, la frontière avec le journalisme est assez ténue, mais ce qui fait que la littérature a sans doute un rôle très important à jouer dans cette question-là, parce que par rapport au travail de l'historien, elle peut apporter, y compris dans le traitement de l'actualité, de l'immédiateté, une profondeur mémorielle qui est vraiment importante. Elle problématise davantage les choses. Précisément, l'effet de cette non prise en considération de l'histoire immédiate fait que, par exemple, les manuels scolaires ont souvent un retard de 30 ans par rapport à ce qui se fait, alors que c'est paradoxalement la jeunesse de moins de 30 ans qui est en train d'être formée. Et donc, les jeunes gens lisent une littérature qui a déjà 30 ans ou dont les auteurs sont morts. Et donc, pour cette littérature francophone, certes, quelqu'un comme Aimé Césaire des Antilles, quelqu'un comme Senghor du Sénégal ont fait leur entrée, mais ils ont écrit dans les années 50. Et donc, cette course d'aller toujours au-delà, parce que il faut le dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, quand on dit contemporain dans le milieu académique, c'est quelque chose finalement d'assez ancien, c'est-à-dire c'est le XXe siècle, on appelle ça la littérature contemporaine. Mais le concept d'histoire immédiate, lié au concept d'histoire connectée, la littérature et ses dehors, c'est précisément de prendre de vitesse le contemporain pour être le plus possible en phase avec ce qui se fait maintenant. Et vous dites que c'est cela précisément qui permet aussi de donner une continuité à la mémoire. Oui. Alors, il est vrai que la littérature permet très certainement de combler ces oublis, ces occultations, en mettant, voilà, on a des exemples très très récents de romans qui mettent au jour des événements dont les manuels d'histoire ne parlent pas. Qu'il s'agisse de l'histoire de l'esclavage, qu'il s'agisse de l'histoire coloniale. Donc ça, c'est une donnée évidemment importante. Mais par rapport au seul récit historiographique, la littérature permet sans doute de poser davantage les questions, de s'attacher aux enjeux mémoriels, aux enjeux identitaires, évidemment, qui sont absolument essentiels
dans nos sociétés, à commencer par la société française, bien évidemment, mais dans ses relations avec les autres sociétés, comme la société marocaine, bien évidemment. Oui, alors justement, durant vos différents déplacements professionnels, je sais que vous avez à un certain moment eu beaucoup de collaborations avec la Réunion, donc on est là dans un élément très décentré par rapport à ce que la France appelle la métropole. Alors, qu'est-ce que vous avez précisément retenu de ces mobilités-là et on peut par exemple faire un focus sur la Réunion. Pour moi, ça a été une expérience de travail, hein, vraiment importante parce que on compare souvent un peu facilement la Réunion et au-delà l'océan Indien à la Caraïbe sur laquelle j'avais Ah, c'est travaillé, très alors que bien lointain. sûr il y a des points de ressemblance, mais les histoires sont la chronologie n'est pas la même, les histoires sont très différentes et les relations entre les différentes populations et différentes cultures à La Réunion comme à l'île Maurice sont très différentes de ce qui se passe à la Martinique, à Guadeloupe ou en Haïti. Donc c'est absolument c'était une expérience vraiment importante avec cet éloignement géographique par rapport à la métropole qui est immense et qui est durement ressenti à la Réunion, a vraiment ce sentiment d'être éloigné, isolé, oublié aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup appris des séjours, des missions d'enseignement que j'ai pu y faire et du travail que j'ai eu la chance de mener avec des collègues de l'université de La Réunion. Pour partage d'expérience, moi quand j'ai été à La Réunion, ce qui m'a frappé, c'est que le pluriculturalisme est vécu au naturel beaucoup plus qu'en France métropolitaine. C'est-à-dire que les musulmans, ils ont leur mosquée, ça pose pas de problème. Les bouddhistes, les hindous sont très présents. Et donc, il y a comme, je dirais, un modèle duquel la France métropolitaine pourrait s'inspirer du fait de cette coexistence de pratiques religieuses différentes dans un espace assez réduit et qui, grâce à toutes ces influences de l'océan Indien, de l'Afrique, permettent finalement ce que la France métropolitaine a tant de mal à réaliser. Oui, ça c'est certain, même s'il ne faut pas se laisser avoir, si je puis dire, Oui, par oui. un discours, enfin un récit aussi qui est un peu qui gommerait les conflits, bien évidemment. Mais il est certain que quelque part l'éloignement est aussi une chance. Il y a la proximité du sous-continent indien qui est évidemment très importante et qu'il faut prendre en compte pour comprendre la société réunionnaise et la proximité bien évidemment de l'Afrique et les difficultés bien sûr que ça pose. Alors, vous êtes aussi membre d'un conseil très important sur les mémoires de l'esclavage en France. Ça a été institué au début du XXe siècle et justement, le travail au sein de cette fondation est essentiel parce que là encore, la France n'arrive pas à regarder en face le fait que c'était un pays non seulement colonisateur, mais participant à la traite atlantique de l'esclavage. Dernièrement, je sais que vous avez été à Dakar, vous avez participé à une rencontre sur les différentes approches de l'esclavage. Ça reste une question, même si l'esclavage n'a plus cours heureusement, mais ça reste une question brûlante. Pourquoi? Ça reste une question importante, évidemment, parce que il y a bien sûr, c'est une question importante pour tous ceux que l'on dit afro-descendants et qui sont concernés au premier titre par la mémoire qu'on conserve ou qu'on occulte,
de cette histoire, mais surtout il y a tout un travail à faire, en France en particulier, pour inclure cette histoire dans l'histoire de la France. Ce n'est pas, pour que ce soit une histoire partagée, une histoire commune, ce n'est pas l'histoire des autres. Donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage fait ce travail-là, un travail vraiment à tous les niveaux, hein, dès l'école, travaille sur les sensibilisation, travaille sur les manuels scolaires, des concours qui sont organisés dans les collèges et les lycées pour sensibiliser à ces questions. Et c'est important pour la société française, voilà, que ça entre vraiment dans l'histoire nationale. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis, malgré une discrimination raciale très forte, ont fait plus de travail sur cette mémoire que l'Europe, où précisément aujourd'hui on parle des Afropéens, les descendants d'Afrique vivant en Europe. Est-ce qu'on peut faire un élément de comparaison? Et la littérature en est témoin, bien sûr. Je vois aux États-Unis le travail de Toni Morrison, de Maya Angelou. Est-ce qu'on a l'équivalent en France de cette manière de remettre à flot la thématique de l'esclavage comme le font les Afro-Américains? Alors, comme vous le savez, la comparaison avec les États-Unis sur ces questions-là, n'a pas vraiment bonne presse en France. Moi, elle me paraît essentielle. Évidemment, pas au sens où il faut importer un modèle, mais au sens du vrai comparatisme, hein, les similitudes et les différences. Bien sûr, le travail fait n'est pas le même, pour des raisons bien sûr historiques. Pour une raison simple aussi, c'est que la question de la race ne prend pas le même sens aux États-Unis, où il y a eu bien sûr la ségrégation, et en France où il y a ce tabou sur cette question-là. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. On parle de racisme, mais on parle pas de race. Voilà. Bon. Après, il y a des choses qui sont quand même. Il y a eu un code de l'indigénat dans l'histoire coloniale française. Donc il y a quand même des points de comparaison, je crois, qui sont assez intéressants. Et les chercheurs font ce travail-là, qu'il s'agisse des historiens ou qu'il s'agisse effectivement du travail sur la littérature. Je crois que c'est très intéressant de comparer ces différentes situations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, oui. Bien sûr, la France. Et puis l'Afrique du Sud, par exemple, avec toute la période de l'apartheid, bien évidemment. Oui, des autrices comme Doris Lessing qui a eu un prix Nobel, André Brink, voilà, qui ont fait ce travail-là, et cet élément de comparaison est essentiel, et ça reste brûlant aujourd'hui parce que les descendants se rapportent à cette mémoire-là, qui est la mémoire de leurs ancêtres, et la mise sous le boisseau, le tabou de ne pas regarder est véritablement problématique. Merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui dans cette émission Sciences et Civilisation. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'étais très heureux de partager avec vous aujourd'hui ces questions autour de la francophonie, de la mémoire de l'esclavage, avec notre invitée Yolène Parizeau, professeure à l'Université de Paris-Est Créteil. Merci beaucoup, à une prochaine fois.